Nous allons donc maintenant commencer cet après-midi de mémoire et de combat et de rassemblement pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Léa, attends, je peux prendre un micro. Alors, bienvenue à toutes et à tous pour la commémoration des 15 ans de la mort d'Ilan Halimi. Nous allons tout d'abord honorer la mémoire d'Ilan à travers une cérémonie, puis nous lirons les 10 noms des personnes assassinées en tant que juives en France depuis 2006, dont les portraits vont aussi nous accompagner. Nous lirons aussi 10 noms de personnes tuées également en tant que noires, en tant qu'arabes, asiatiques ou roms. Enfin, un temps sera laissé aux prises de parole des organisateurs, puis d'associations juives, de collectifs antiracistes, de syndicats et de partis politiques, pour réaffirmer la nécessité du combat contre l'antisémitisme, compris dans la lutte globale contre tous les racismes. Est-ce que ça marche? Oui. L'obsession des bougies. Je voudrais, avant de poursuivre cette cérémonie, remercier les gens de la presse qui sont venus pour rendre compte de cet après-midi. Et je voudrais aussi faire un remerciement particulier à Bernard Henry, qui est devant nous et qui filme toutes ces cérémonies et les prises de parole et qui fera une vidéo, bien sûr, que nous vous rendrons publique pour tout le monde dans les prochains jours. Merci par avance. Donc, après avoir rappelé en détail les circonstances de la mort d'Ilan Halimi, nous lirons un poème qui a été composé particulièrement pour cette occasion, puis, ça c'est dans la partie cérémonielle, puis nous allumerons tous ensemble les bougies, nous respecterons une minute de silence et déposerons une gerbe de fleurs commémoratives devant le portrait d'Ilan Halimi. Et puis ensuite, il y aura les prises de parole. Milena ? Comme vous pouvez le constater, nos prises de parole se font de manière collective, et c'est très bien comme ça. En 2006, Ilan Halimi avait 23 ans. Vendeur de téléphone sur le boulevard Voltaire, il est approché par une jeune femme qui l'attire dans un guet-apens. Le 21 janvier 2006, Ilan est kidnappé. Ses parents reçoivent un appel téléphonique quelques jours plus tard. Les ravisseurs leur demandent 450 000 € en échange de la vie d'Ilan. Les ravisseurs d'Ilan sont au nombre de 27. Leurs profils sont divers. L'un est informaticien, les autres sont livreurs de pizza, pères de famille, gardiens d'immeubles, etc. Ilan n'est pas un être humain à leurs yeux, c'est un juif. Pour cette raison, et malgré le fait qu'Ilan soit en réalité d'origine modeste, sa famille devrait forcément être riche et sa communauté devrait payer pour lui. Ces cris, ces larmes n'y font rien. Ils et elles vont torturer Ilan durant 24 jours. Au programme quotidien, insultes et humiliations. Ses cheveux sont rasés. Ses tortionnaires, le roue de cou, lui écrasent des cigarettes sur tout le corps, lui entaillent la peau avec différentes lames. Le 13 février, Ilan est conduit et abandonné dans le coffre d'une voiture à Saint-Geneviève-des-Bois. Le conducteur lui donne un dernier coup de couteau à la gorge et incendie la voiture. Ilan réussit à sortir du coffre et rejoint les rails du RER où il est retrouvé mourant. Il meurt à l'hôpital le jour même de ses blessures, de ses entailles, des coups, des brûlures, du froid et de la faim. Nous allons maintenant, s'il vous plaît, allumer les bougies, tous ceux qui en ont. Si vous voulez bien, il y a quelqu'un qui vous allume vos bougies et on les dépose. Elles ont été allumées en avance, me dit-on, et on les dépose devant le portrait d'Ilan Halimi qui se trouve devant vous.
tout au long de la cérémonie, vous pourrez bien évidemment continuer à prendre des bougies et à les mettre devant le portrait d'Ilan Halimi. Nous vous demandons d'écouter la lecture d'un poème composé spécialement pour cette occasion. Pour Ilan. C'était maintenant, il y a tout juste 15 ans. L'affaire Halimi éclatait en plein jour. Parce que juif, un jeune homme était séquestré. Ilan, Jacques, Elie Halimi, tu avais 23 ans. Tu étais ce beau jeune homme qui, boulevard Voltaire, vendait des téléphones. D'un charme inouï, tu étais la joie du passant, du chaland, de l'ami. Quand, au soir du 20 janvier 2006, parce que juif, une horde de malfaiteurs a barré ton chemin. Tu es tombé dans un traquenard guet-apens entre les griffes d'escrocs exigeant une rançon. Face à cette organisation machiavélique, nul n'a pu te secourir. Élie, la grêle tombera pour effacer la dette. Tu verras la rétribution des méchants. Alors que l'impensable avait rejoint l'intolérable, après un infernal calvaire de 24 jours, l'aveuglement d'un préjugé pour justifier un meurtre antisémite, tu nous as quittés le 13 février 2006. Élie, la grêle tombera pour effacer la dette. Dieu t'a délivré du filet de l'oiseleur. Tu as trouvé refuge sous ses ailes. Aujourd'hui encore, nous sommes dans le même état de détresse en commémorant le souvenir d'Ilan Halimi, qu'un innocent ait subi les tortures d'une bande organisée avec pour mobile l'argent et la violence gratuite envers un jeune homme de confession juive. Aujourd'hui, nous veillons pour que son âme se promène sereine dans les monts de Judée. Quand tu marches dans les verts pâturages, tu ne crains plus aucun mal, car tu es avec Élie. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, respecter une minute de silence en mémoire d'Ilan Halimi, mort il y a 15 ans, des 10 autres morts de crimes antisémites et des autres morts de victimes de tous les crimes racistes, dont nous lirons les noms tout à l'heure, ainsi qu'une mention historique spéciale pour montrer la continuité de la violence antisémite et de la violence raciste tout court. La mort le 14 février 1359 de 2000 juifs de Strasbourg massacrés ce jour-là. C'est ce qu'on appelle le massacre de la Saint-Valentin. Tués dans le cadre d'un complot, enfin d'une théorie du complot qui accusait les juifs en pleine épidémie de la peste noire d'avoir empoisonné les puits et l'air. Or, ce complot-là et cette violence, on l'a retrouvée dans l'épidémie de Covid, puisque vous avez vu que l'extrême droite complotiste avait mis en avant les noms de juifs qui auraient été particulièrement responsables de l'épidémie et de la pandémie. Donc merci pour la minute de silence que nous allons faire maintenant. Si 10 personnes peuvent venir nous accompagner pour porter les 10 portraits, s'il vous plaît. Ici, à l'estrade.
La mort d'Ilan Halimi n'est malheureusement pas un cas isolé. Ce n'est pas un fait divers. Depuis sa mort, 10 autres personnes ont été victimes d'assassinats antisémites. Myriam Monsénégo, 8 ans. Jonathan Sandler, 30 ans. Gabriel Sandler, 3 ans. Harry Sandler, 6 ans. Tués en mars 2012, tous les 4, alors qu'ils se rendaient à l'école aux Aratoires, à Toulouse. Philippe Braham, 45 ans. Johan Cohen, 20 ans. Yoav Attab, 21 ans. François Michel Saada, 63 ans, tué en janvier 2015 alors qu'ils faisaient leurs courses au supermarché Hyper Cacher, porte de Vincennes. Mireille Knoll, 85 ans, assassinée dans son appartement par un voisin qu'elle connaissait et qui voulait lui extorquer de l'argent. Sarah Halimi, 65 ans, défenestrée par son voisin qui l'insultait et la menaçait depuis des semaines. Zichronom Livracha, qu'ils reposent en paix, nous n'oublierons pas leur nom. Depuis 2006, plusieurs dizaines de personnes ont aussi été victimes d'actes de crimes racistes. Parce qu'elles étaient noires, parce qu'elles étaient arabes, parce qu'issues de l'immigration asiatique, parce que roms. Parmi ces nombreux morts, nous honorons aujourd'hui la mémoire de Saïd El-Barkoui, 39 ans, insulté par son voisin de Saint-Arabe et tué. Alexis Frumin, 20 ans, tué par 4 skinheads parce qu'il était, selon eux, basané et efféminé. Un crime homophobe en plus d'être raciste. Mamadou Bari, 34 ans, tué dans la rue en plein jour, roué de coups au cri de salle noire. Chaoling Chang, 49 ans, tué par des pickpockets qui pensaient attaquer une personne riche, car asiatique. Liu Xiaoyo, 56 ans, tué par la police devant ses 2 enfants chez lui. Adama Traoré, 24 ans, tué par la police le jour de son anniversaire. Babacar Gay, 32 ans, alors qu'il faisait une crise d'angoisse et attendait les pompiers, alors qu'il était menotté, il est abattu par la police de 5 balles dans le corps. Wissam Eyamni, 30 ans, tué par la police la nuit du 31 décembre, après 9 jours de coma. Gaye Camara, 26 ans, tué par la police au volant de sa voiture. Angelo Garant, 37 ans, tué par la police pendant une réunion de famille en tant qu'appartenant à la communauté rome. Et Ibrahim Ali, comorien de 17 ans, tué par des sbires du FN en 1995. Nous le mentionnons ici, car au bout de 26 ans de combat de ses proches et du mouvement antiraciste, il sera enfin honoré par la municipalité de Marseille, qui va nommer un boulevard en sa mémoire. Nous ne les oublierons pas et rappellerons leur nom. Qu'ils reposent en paix. Allah irahmum, zichronom livracha. À présent, nous lisons la prise de parole unitaire des 4 organisations ayant appelé au rassemblement. Le réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes, les Juives et Juifs révolutionnaires, Mémorial 98 et Juives vénères. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire d'Ilan Halimi, ainsi que celle des autres victimes de crimes racistes et antisémites. Ce rassemblement est un moment très important pour le combat antiraciste et pour le mouvement social. C'est un tournant, parce que des forces nouvelles inscrivent aujourd'hui la lutte contre l'antisémitisme dans le combat antiraciste global. C'est une rencontre, car nous voyons aujourd'hui des organisations juives, des collectifs antiracistes et du mouvement social, des syndicats, des partis politiques de gauche, réunis dans ce but. Cette réunion de force et d'énergie se produit alors que nous vivons une période d'explosion de tous les racismes, musulmans et juifs notamment. Nous vivons une déferlante de haine.
Depuis les émeutes de Charlottesville, jusqu'aux attentats antisémites de Pittsburgh ou de Halle, la tuerie islamophobe de Christchurch, la tentative de coup d'État raté du Capitole du 6 janvier dernier. Les suprémacistes blancs nous le disent et nous le redisent. Ils veulent notre mort. Les fanatiques djihadistes aussi nous tuent. À l'Hypercacher, à Ozaratora, à Bagdad, à Ouagadougou. Plus proche de nous, nous voyons l'impunité du racisme à l'intérieur de la police. Nous voyons comment la loi séparatisme ne fait qu'isoler et renforcer l'inégalité des droits. Nous voyons la montée des nationalismes, nous voyons les frontières qui se ferment, nous voyons les exilés mourir toujours plus nombreux en mer. Et nous ne pouvons nous empêcher de faire le lien avec les révisionnistes qui clament que Pétain était un grand homme et qu'il aurait sauvé des Juifs, qui clament que Charles Maurras était un grand homme ou qui voudraient nous faire croire à une police française résistante. Malheureusement, ces racismes et cet antisémitisme ne sont pas l'apanage de la droite et de l'extrême droite. En 2006, année du drame qui nous rassemble aujourd'hui, on a vu une partie de la gauche se défiler et refuser de marcher pour Ilan. Depuis 2006, on a vu des mécanismes de déni, de minimisation, voire de justification de l'antisémitisme. On ne nous a pas entendus lorsque nous avons dit « Nous vivons la violence de l'antisémitisme ». On ne nous a pas cru à temps lorsque nous avons alerté sur le problème Dieudonné. On a vu des frères et des sœurs juives exclus de nos espaces de lutte. On a vu un leader de la gauche dénoncer le supposé communautarisme des Juifs ou dire de concert avec Marine Le Pen que Vichy n'était pas la France. On a vu des camarades se taire devant les quenelles et les théories du complot. Nous avons été mis en compétition avec nos frères et nos sœurs musulmanes, comme si les luttes contre l'antisémitisme et contre l'islamophobie étaient incompatibles. On a tenté de nous réduire au silence, alors que nos voix s'élevaient contre l'antisémitisme de notre propre camp politique. Et l'on a entendu que les Juifs seraient du côté du pouvoir, que les Juifs seraient des dominants. Alors aujourd'hui, assistons-nous à un tournant? La complaisance envers l'antisémitisme à gauche est-elle terminée? Si la réponse est positive, comme nous l'espérons, alors le deuil qui nous rassemble se transformera en force de combat. À titre personnel, lorsqu'une chose nouvelle et bonne apparaît, nous disons « merci pour être arrivé jusqu'à ce moment-là, Shechianu vekimanu lazman azé », que ce rassemblement soit un point de départ. Nous faisons du rassemblement aujourd'hui un point de départ, un tournant dans la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme. Nous voyons la présence des organisations qui nous ont rejoints comme un engagement. Engagement qui signifie « nous ne laisserons plus passer l'antisémitisme, ni dans nos rangs, ni dans le mouvement social, et nous le combattrons lorsque nous serons face à lui. Nous mettrons la lutte contre l'antisémitisme à l'agenda de nos combats, au même titre que celui des autres combats antiracistes. Et nous, organisation appelante, nous saurions le rappeler, si d'aventure le besoin s'en faisait sentir. Écoutons les voix qui émergent, celles d'une nouvelle génération qui s'organise collectivement, qui aspire, en lien avec les organisations juives et de lutte contre l'antisémitisme existantes, en lien avec les organisations antiracistes, à offrir un nouveau regard, une nouvelle boussole qui permettra au mouvement social de s'orienter. La gauche doit renouer avec son histoire, car la lutte contre l'antisémitisme a souvent été l'un de ses combats. Que le temps de la complaisance soit fini et qu'il laisse place à celui du combat frontal contre le fascisme, le racisme et l'antisémitisme. Que ce soit rapidement le cas pour que nous puissions dire « Mazel Tov ». Merci de votre attention. Et on va maintenant entendre la prise de parole du RAR. Chers amis, c'est aujourd'hui la première apparition publique du réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes, le RAR. Mais ce réseau travaille depuis plusieurs mois et s'est pleinement investi dans la préparation de cette journée.
Celle-ci correspond totalement à ce pourquoi le RAR s'est créé. Afin d'associer la lutte contre l'antisémitisme et celle contre tous les racismes, afin de porter ce combat au cœur même du mouvement social, des mouvements antiracistes, du mouvement syndical. Nous nous sommes mis en mouvement afin d'affronter les divisions, les silences et les ambiguïtés qui ont, ces dernières années, affaibli la lutte antiraciste. Nous ne privilégions aucun des combats antiracistes. Nous ne faisons aucune hiérarchie entre les divers racismes. Tous nous sont odieux. Alors pourquoi avoir ainsi nommé notre réseau en mettant en avant la lutte contre l'antisémitisme? Parce qu'il y a en la matière un manque que nous voulons combler. Parce que ces dernières années, beaucoup à gauche avaient oublié ce combat. On le vit lors des dernières abstentions, au moment de la manifestation de 2006 après l'assassinat d'Ilan et à plusieurs autres occasions. Que d'hésitation, de tergiversation, de déni. Il ne s'agit pas, ici et maintenant, d'épiloguer sur les raisons qui ont conduit à cette situation. Il faut l'identifier et la surmonter. Au temps de l'affaire Dreyfus, les progressistes de l'époque ont longtemps hésité avant que le J'accuse de Zola et les mots de Jaurès réconcilient la gauche avec la justice et les juifs. C'est ce que nous recommençons à faire aujourd'hui. Il est temps, car comme alors, les dangers menacent. L'antisémitisme les annonce toujours. Le poison du racisme a tué. Il peut le faire encore. Porté par lui, l'extrême droite n'est pas si loin du pouvoir. On sait ce que cela signifierait. Nous vous proposons de reprendre toutes et tous, à notre compte, ces phrases de la déclaration d'intention du RAR, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et qui a été largement diffusée. Nous combattons l'antisémitisme d'où qu'il vienne, quels que soient les prétextes, ses motivations et ses justifications, en participant aux luttes contre tous les autres racismes et en apportant notre solidarité à toutes leurs victimes. Pour cela, nous voulons mobiliser. Pour cela, nous voulons agir, mobiliser la population, expliquer, former. Nous voulons nous retrouver nombreuses et nombreux dans la rue contre les racismes, contre l'antisémitisme. Nous voulons rassembler tous les antiracistes, tous les adversaires de l'antisémitisme dans leur diversité. Cette diversité existe. Il ne faut pas en faire un motif de division. C'est pourquoi nous vous lançons un appel très large. Rejoignez-nous, soutenez-nous, faites connaître ce combat commun. Chers amis, nous nous étions perdus. Aujourd'hui, nous nous retrouvons. Il ne faut plus se quitter pour pouvoir, toutes et tous ensemble, combattre les racismes, dont l'antisémitisme. Rappelons-nous les mots du grand combattant Frantz Fanon, adressés à ces victimes noires du racisme. Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. C'est le même Fanon qui disait dans Peau noire, masque blanc, « L'antisémitisme me touche en pleine chair, je m'émeus, une contestation effroyable m'anémie, on me refuse la possibilité d'être un homme. Ensemble, nous pouvons vaincre, diviser, nous sommes sûrs de perdre. » Merci, Aura. La parole est au JGR. Pardon. L'assassinat d'Ilan Halimi est un crime antisémite qui a laissé des traces profondes chez les Juives et les Juifs de France. Suite à sa mort en 2006, les réactions de notre camp politique n'ont pas été à la hauteur. Déni, minimisation et désertion du combat contre l'antisémitisme. Voilà ce à quoi nous avons été confrontés. Aujourd'hui encore, nous en payons le prix sur tous les fronts de la lutte antiraciste. Il nous faut regarder maintenant ce passé avec lucidité pour ne pas en reproduire les erreurs. Certains et certaines ont considéré l'antisémitisme comme un vestige du passé, un reliquat historique, alors même qu'il reprenait de la vigueur. L'histoire de l'antisémitisme montre pourtant que celui-ci fonctionne par vagues et imprègne profondément la société française. D'autres ont cherché à dévoyer la lutte contre l'antisémitisme dans un discours raciste, en faisant des musulmans et musulmanes le vecteur d'un nouvel antisémitisme. Cette théorie droitière et essentialiste cherche à faire oublier la profondeur du racisme dans la société française, dans toutes ses composantes. Les assassins d'Ilan Halimi sont en effet bel et bien de toutes origines. Cela doit nous rappeler que l'antisémitisme n'est pas de nature religieuse mais politique. L'antisémitisme des assassins de ces 2 dernières décennies puise sa source dans une vision du monde complotiste
qui a été forgé en Europe et s'est diffusé dans le monde, reprise tant par les suprémacistes blancs que par l'extrême droite islamiste. Comme toutes les formes de racisme, l'antisémitisme est présent dans toutes les classes sociales. Comme toutes les formes de racisme, l'antisémitisme est présent dans toutes les classes sociales, y compris les minorités. Et cela parce que l'antisémitisme est un élément de l'idéologie dominante. Laisser entendre qu'il ne serait plus qu'un simple résidu individuel, un simple préjugé idiot est dangereux. L'antisémitisme contemporain est structurel. C'est pourquoi nous pensons que la lutte contre l'antisémitisme constitue un chantier que personne, et en particulier les progressistes, ne doit déserter. Le combat contre l'antisémitisme est une lutte actuelle, et c'est aujourd'hui encore qu'il faut lutter. Mais ce chantier doit être mené en articulant le combat contre l'antisémitisme au combat contre l'islamophobie et tous les racismes. Car quand progresse un thème raciste, ce sont tous les thèmes racistes qui progressent. Nous le voyons quand une partie de ceux qui stigmatisent les musulmans réhabilitent Pétain, ou quand le thème racisme du grand remplacement désigne les juifs comme organisateurs du prétendu remplacement de la population française. Il est urgent de réinscrire l'analyse de l'antisémitisme comme produit d'un système raciste global. Car l'antisémitisme, s'il possède des traits particuliers, est un racisme. Il est également nécessaire de cesser de conditionner la lutte contre l'antisémitisme à la question israélo-palestinienne. La condition des Juifs et des Juives en France est une condition minoritaire qui date de bien avant le sionisme et la constitution de l'État d'Israël. Quelle que soit leur relation avec cet État, son gouvernement, sa politique, les Juifs et Juives subissent l'antisémitisme structurel de la société française. On ne peut donc exiger d'eux, en préalable à la dénonciation de l'antisémitisme dont ils et elles sont victimes, un positionnement, quel qu'il soit, sur la question israélo-palestinienne. En conclusion, nous avons dit que face aux crimes antisémites, il existe de nombreux écueils dont la gauche n'a pas été indemne. Pour les dépasser, nous sommes convaincus que la seule voie conséquente est celle qui refuse l'approche concurrentielle entre les racismes. L'islamophobie coexiste avec l'antisémitisme, la négrophobie, la romophobie et le racisme anti-asiatique. Et ces différents racismes s'articulent. Les racistes n'ont, eux, pas besoin de choisir. C'est pourquoi nous nous réjouissons de la reconstitution d'un front large sur le sujet, incluant organisations juives, syndicales, collectifs antiracistes, collectifs féministes et queer et organisations politiques progressistes. Nous pensons qu'il peut s'agir d'une étape pour reconstruire des alliances puissantes contre le racisme, et nous en avons besoin. Cela suppose de constituer une solidarité sans faille face à toutes les manifestations du système raciste, qu'il s'agisse des assassinats antisémites, des crimes policiers racistes, de la stigmatisation des musulmans, des noirs, des arabes, des roms, des asiatiques et des juifs. Merci. Albert pour Mémorial 98. Merci. Mémorial 98 a été créé il y a 23 ans, en 1998, déjà pour répondre à la confusion qui régnait à l'époque dans une grande partie de la gauche en matière de lutte contre l'antisémitisme, quelques dizaines d'années après le nazisme et la Shoah. À l'époque, il s'agissait de l'écho du négationniste Roger Garaudy, ancien dirigeant du Parti communiste français, écho qui se portait en France et qui s'exportait, comme beaucoup de la propagande antisémite et négationniste française, dans un tas de pays. Garaudy était accueilli comme un héros par les régimes, les dictatures des pays arabes. C'est pas la population, c'était les régimes eux-mêmes qui le faisaient venir afin de porter la propagande antisémite, notamment le régime syrien. Il s'agissait aussi de l'abbé Pierre, ô combien icône sociale dans toute la société française, à gauche, à droite,
qui soutenait totalement Garaudy et qui rajoutait aux propos de celui-ci ses propres sorties antisémites. Face à ce duo, et notamment face à l'abbé Pierre, la réponse était faible, gênée. On lui trouvait des justifications et des excuses. Il s'agissait déjà à l'époque, et il s'agit toujours, de l'infiltration de négationnistes et d'antisémites dans différents mouvements sociaux. Il s'agit toujours de la complaisance envers des phénomènes de brouillage des idées, de rouge-brun, comme on a pu dire, dont nous voyons encore les conséquences actuellement dans le soutien à la dictature de Bachar el-Assad. Il s'agissait aussi un peu plus tard de Dieudonné, pour qui certains à gauche ont organisé des rassemblements de soutien devant l'Olympia à Paris pour défendre sa liberté d'expression. Donc la création de Mémorial 98 et l'action qu'on a essayé de mener, il s'agissait d'un cri de révolte face à cette situation, mais aussi d'emblée la volonté de retrouver et de renouer avec le fil de l'histoire du mouvement ouvrier de la gauche dans ce domaine, avec ses ombres très nombreuses, mais aussi avec ses lumières. Nous l'avons fait et le ferons à nouveau à chaque fois que cela sera nécessaire, en portant publiquement les débats et interpellations nécessaires sans nous laisser impressionner trop par les ricanements et attitudes hostiles que nous avons portées, que nous avons subies personnellement. Notre nom même porte la trace de cela. Mémorial 98, pourquoi? Un nom un peu bizarre. C'est un hommage aux militants socialistes, anarchistes, qui pendant l'affaire Dreyfus, le 17 janvier 1898, sont allés s'opposer physiquement à un meeting de l'extrême droite antisémite de l'époque, et ces militants ont été les premiers, quelques jours après la parution du J'accuse de Zola, à rompre avec la passivité de la gauche de l'époque qui disait finalement c'est une histoire entre deux fractions de la bourgeoisie. D'un côté il y a Dreyfus et le parti juif, et de l'autre côté il y a les militaires. Il s'agissait aussi, mais je n'y reviendrai pas, de se pencher sur l'histoire des vagues antisémites et de certains thèmes infiniment recyclés, j'en ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de ce complotisme et de ces accusations complotistes qui sont en train de dévorer la société comme nous le vivons tous aujourd'hui autour du Covid. Mais, nous l'avons mentionné, il y a eu des préalables à cela, il y a une histoire à cela, pendant la pandémie de peste noire qui a mortifié l'Europe au Moyen-Âge. Déjà à l'époque, on accusait les Juifs d'empoisonner l'eau, l'air et d'être eux-mêmes indemnes de cette maladie. Notre combat a été conçu d'emblée dans un esprit de solidarité avec les autres victimes d'oppression, pouvant aller jusqu'au génocide. Il s'agit en particulier du lien avec les Tutsis du Rwanda, et l'un d'entre eux, de l'association Ibuka, prendra tout à l'heure la parole. Les Arméniens luttant contre le négationnisme de l'État turc, mais aussi des Rohingyas en Birmanie, des Syriens, des musulmans de Bosnie. C'est le dernier génocide du XXe siècle et face auquel la gauche a été particulièrement absente et silencieuse. De la situation en Israël et Palestine, des Ouïghours, actuellement en Chine, pour lesquels, heureusement, un mouvement mondial est en train de se développer, et c'est tout à fait positif. Au nom de cette histoire, nous nous félicitons donc, sans réserve aucune, de la convergence qui se réalise au sein du réseau d'action
contre l'antisémitisme et tous les racismes, et lors de cette journée qui nous réunit relativement nombreux aujourd'hui. Maintenant, avec les nouvelles générations, il est temps d'écrire une nouvelle page. Avec nos expériences, nos traditions, nos acquis, mais aussi les leçons tirées de nos échecs, nous n'avons qu'un seul mot d'ordre. Agissons, agissons, agissons tous ensemble contre le racisme et l'antisémitisme. Merci. Allô? La parole aux Juifs vénères. Nous, Juifs vénères, sommes un collectif juif féministe, antiraciste, révolutionnaire et anticapitaliste, qui milite pour penser, dans la lignée du féminisme intersectionnel, les articulations entre différentes formes de domination et l'antisémitisme. Nous nous organisons en double non-mixité. D'une part, entre personnes juives, et d'autre part entre femmes, personnes trans, non-binaires, sans hommes cisgenres. Nous sommes ici pour commémorer la mort d'Ilan Halimi et lutter contre l'antisémitisme qui a motivé les violences ignobles dont il a été la victime. Nous nous mobilisons pour que la lutte contre l'antisémitisme soit un enjeu important dans les mouvements sociaux et les milieux militants d'où nous venons, dans lesquels il est sans cesse invisibilisé ou minimisé. Preuve en est la manière dont les milieux d'extrême gauche rechignent à s'emparer de la commémoration des crimes antisémites qui ont eu lieu ces dernières années. Certains d'entre eux ont même été jusqu'à refuser d'en constater les motifs antisémites. Preuve en est également la manière dont les milieux féministes dont nous venons n'ont pas, ou peu, élevé leur voix contre les meurtres ni les viols de femmes juives et peinent encore à penser, dans la lignée du féminisme intersectionnel, les spécificités du sexisme vécu par les femmes, personnes trans et non-binaires juives. Nous l'avons tristement constaté lorsqu'en 2014, une femme a été séquestrée et violée devant son conjoint parce qu'ils étaient juifs et que presque aucun collectif féministe n'a élevé la voix pour dénoncer ce crime ni pour dénoncer le caractère antisémite du meurtre de Sarah Halimi en 2018. Preuve en est le nombre de militantes féministes juives qui fuient des collectifs d'extrême gauche parce qu'elles ne peuvent pas y dénoncer les violences qu'elles subissent en tant que femmes ou personnes juives, ou parce qu'elles y subissent de l'antisémitisme, ou bien encore parce qu'elles ne peuvent dénoncer et lutter contre l'antisémitisme sans être regardées de travers et être l'objet de suspicion. Preuve en est enfin la manière dont la lutte contre l'antisémitisme n'a pas ou peu été acceptée dans la lutte décoloniale et antiraciste, au sein de laquelle bien des militantes n'ont pas trouvé l'espace de s'exprimer sur le racisme qu'elles subissent. Il n'est plus possible que dans les milieux militants d'extrême gauche, féministes et antiracistes, parler d'antisémitisme soit autant marqué par la honte. Nous sommes fatigués d'y entendre dire que les Juifs sont les dominants et épuisés d'être ramenés à Israël dès que nous tentons de dénoncer des violences que nous vivons. L'antisémitisme prend la forme de meurtres, viols, agressions physiques et verbales, harcèlement dans la rue, à l'école, harcèlement sexiste et sexuel, ainsi que des discriminations dans la sphère professionnelle. Être à l'intersection de plusieurs rapports de domination engendre des violences spécifiques, dont certaines personnes sont les cibles et pas d'autres. Le viol ou harcèlement sexuel antisémite sont des armes sexistes dont les femmes et personnes trans juives sont les cibles. Pour pouvoir lutter contre les violences vécues par les femmes et personnes trans juives, il nous faut prendre en compte leurs spécificités. Il faut nommer ces violences, les analyser dans leurs spécificités et les combattre. Il faut produire une réflexion intersectionnelle autour de l'articulation de l'antisémitisme avec l'hétéropatriarcat et d'autres formes de domination structurelle, notamment d'autres racismes systémiques. Parmi ces différentes articulations, l'intersection entre sexisme et antisémitisme est donc un enjeu central de notre réflexion en tant que collectif. La justice française peine à reconnaître le caractère antisémite de certains crimes, comme les viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel. Par exemple, le harcèlement antisémite d'une étudiante en médecine en 2018 à Paris 13 a été balayé d'un revers de main par la police française en invoquant des arguments sexistes. Par ailleurs, dans le droit français, le caractère antisémite et raciste du harcèlement sexuel ne constitue pas un caractère aggravant.
Il y a aujourd'hui dans le champ militant, scientifique et pénal un impensé total des violences spécifiques vécues par les femmes, personnes trans et non-binaires juives. Nous pensons également aux personnes juives noires, victimes de négrophobie et d'antisémitisme, aux personnes juives et queer, victimes de LGBT-phobie et d'antisémitisme, aux personnes juives en situation de handicap, victimes de validisme et d'antisémitisme. Nous luttons pour que ces discriminations gagnent en visibilité dans toute leur complexité, pour pouvoir les combattre. Plus positivement, nous affirmons les différents aspects qui constituent indissociablement nos identités juives et dont nous sommes fiers. Nous appelons donc à un mouvement féministe contre l'antisémitisme et tous les racismes et organisons une assemblée générale le 28 février pour préparer le 8 mars. Et donc pour cela, vous pouvez nous contacter via nos différents réseaux sociaux si vous souhaitez vous joindre à nous pour organiser cette mobilisation. Bravo. Alors, avant de passer la parole aux différentes organisations, j'ai un message de la part de Assa Traoré qui nous dit qu'elle ne peut pas être présente aujourd'hui car elle est cas contact Covid, mais qu'elle est en revanche présente à nos côtés en pensée, qu'elle nous souhaite courage et force, et aussi à la famille d'Ilan, dont le nom restera gravé dans son cœur. Merci Assa Traoré. Merci Assa Traoré. Tout de suite, la parole à Ibuka. Je voudrais dire à propos d'Assa Traoré, nous connaissons, malgré toutes les calomnies, nous connaissons son engagement dans la lutte contre l'antisémitisme, car elle nous l'a dit. La parole à Ibuka. Merci. Étienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'avoir tenu à être aussi avec nous pour cet hommage à Ilan Halimi, dont la façon abjecte dont il a été tué nous a été rappelée. La façon glaçante de sa mise à mort nous a été rappelée encore tout à l'heure. Ibuka France, c'est une association qui vise à perpétuer la mémoire du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994, lorsque plus d'1 million de morts ont été tués pour le simple fait d'être nés Tutsis. Il y a une certaine sensibilité à fleur de peau venant des rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda pour toutes les questions qui concernent les discriminations et le fait de stigmatiser les gens parce que les mécanismes sont certes peut-être différents, mais il y a des similitudes frappantes quand vous étudiez, quand vous penchez sur la façon dont la construction de l'autre au Rwanda jusqu'à l'extermination des Tutsis s'est mise en place. Notre place était forcément ici, et merci beaucoup Albert pour l'invitation. De manière un peu plus anecdotique, pour aussi vous démontrer l'ironie de l'histoire, c'est que le 13 février 2006, nous étions dans un voyage qui s'intitulait le dialogue des mémoires avec des jeunes étudiants juifs français et d'autres membres des mouvements associatifs. Et ce jour-là, à 8000 km d'ici, la réalité nous a rattrapés, nous a sidérés, et nous avons vécu, à partir de Kigali, l'organisation des manifestations qui ont eu lieu entre Bastille et Nation. Ça se faisait dans un hôtel à Kigali, sur un bout de table, en parlant avec des personnes qui étaient ici. Et j'ai vu que ce jour-là, il y a une innocence qui est partie. Je l'ai vu dans les yeux de jeunes étudiants juifs français qui avaient le même âge que Ilan Halimi, qui étaient avec moi là-bas. Nous étions allés sur les traces d'un génocide en Afrique, où nous étions allés les faire rencontrer les mémoriaux, le musée de Kigali, pour essayer de construire des ponts, faire dialoguer les mémoires. Et ce jour-là, une réalité implacable est venue nous percuter de plein fouet, et je sais que de cet événement qui nous est arrivé, qui venait de se passer ici en France à 8000 km, est né beaucoup d'engagement aussi, des personnes que je côtoie même actuellement, qui ont saisi cette occasion pour s'engager et
appeler tous les autres, les jeunes dans les écoles, même il y a eu des voyages qui se sont faits par après aussi, pour comprendre qu'il faut rester vigilant. Et malheureusement, comme vous le voyez aussi sur ces photos, cette sombre journée de 2006 n'a pas mis fin à l'infamie qui a continué à s'abattre sur des personnes juste parce qu'elles étaient juives, ou d'autres personnes, comme on l'a rappelé, avec cette convergence des luttes contre la bêtise et la barbarie, pour montrer que le racisme aussi continue à ramper. Et ce n'est pas seulement que les gens subissent des mots qui sont blessants. Vous avez vu que le 13 février 2006, ces idées nauséabondes ont tué d'une manière abjecte Ilan Halimi. Donc, continuons à nous recueillir en sa mémoire et à penser aussi tous ensemble que le combat continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne, et à nos amis d'Iboka. Et nous exigeons avec eux qu'enfin la justice, la vérité et toute la lumière soient faites sur l'implication des autorités françaises de l'époque dans le génocide des Tutsis. Nous voulons que toutes les archives, tous les documents soient dévoilés. Nous voulons que tous les génocidaires soient jugés. Nous voulons que le négationnisme à l'égard des Tutsis et du génocide qui les a touchés soit fortement réprimé, comme le négationnisme à l'égard des Juifs et de la Shoah, et comme le négationnisme à l'égard du génocide des Arméniens. Merci Étienne, vraiment nous continuons le combat, puisque le 7 avril prochain, c'est l'anniversaire du début du génocide à Kigali. La parole à la Ligue des droits de l'homme, Pierre Tartakovsky. Il est là, président d'honneur. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je crois que vous êtes comme moi, vous devez avoir un peu froid. Vous ne m'en voudrez donc pas de ne pas vous faire un long discours. La Ligue des droits de l'homme que j'ai l'honneur de représenter ici est née d'un double engagement pendant l'affaire Dreyfus. D'abord contre l'antisémitisme et ensuite contre la raison d'État. Ce combat a continué tout du long jusqu'à notre époque et ce long engagement a montré une chose de façon très claire. On ne peut pas séparer la lutte contre l'antisémitisme et les racismes et la lutte pour la démocratie. Celles et ceux d'entre vous qui ont regardé France 2 à la veille de la Saint-Valentin auront pu y trouver une grande confirmation en regardant le débat Marine Le Pen et Gérald Darmanin. Aujourd'hui, dans notre espace politique officiel, des forces jouent avec la haine de l'autre, avec le refus de l'autre, avec les idées qui ont fondé et qui continuent à fonder l'antisémitisme, qui nourrissent l'islamophobie et le racisme. Aujourd'hui, comme hier, lorsque nous avons organisé des manifestations pour protester contre les pots de banane agités sous le nez de Christiane Taubira, aujourd'hui comme hier, nous avons besoin de nous unir. Nous disons toujours à la Ligue des droits de l'homme, et c'est parfois un peu fatigant, que les droits et les libertés sont universels et indivisibles. Nous entendons par là qu'il s'agit de les construire comme universels et indivisibles. Et parce que c'est le cas, nous ne séparons pas les luttes contre le racisme, elles sont indivisibles. Nous ne séparons pas la lutte contre l'antisémitisme, les racismes et les discriminations sociales, nous ne les séparons pas des valeurs que nous portons pour construire la démocratie. Nous en avons besoin contre la barbarie, nous en avons besoin parce que, puisque je représente la Ligue des droits de l'homme à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, nous savons, sondage aidant, que ceux qui détestent les Juifs détestent aussi les Noirs, qu'ils détestent aussi les Arabes, qu'ils détestent aussi les homosexuels, qu'ils n'aiment pas beaucoup tous ceux qui sont différents d'eux, bref, qu'ils n'aiment pas l'humanité. Eh bien, parce que nous aimons l'humanité, parce que nous voulons l'aider à se construire comme une humanité pleine et entière,
Nous sommes particulièrement heureux de participer à ce rassemblement et nous nous retrouvons parfaitement dans l'esprit qui souffle au-dessus de lui. Faisons ensemble toutes et tous qu'il continue à souffler et qu'il souffle fort. Je vous remercie. Merci à Pierre Tortin-Coxy et à la Ligue des droits de l'homme. Et la parole à Ayeka. Bonjour. Bonjour à tous. Chers amis, c'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Le souvenir d'Ilan Halimi dans la communauté juive est encore bien présent dans tous les esprits. C'est un traumatisme que partagent tous les citoyens qui sont rappelés au fait qu'au XXIe siècle, on peut encore mourir, on peut encore être tué parce que juif. Et ce n'était malheureusement pas le dernier. J'aimerais remercier les personnes qui sont présentes aujourd'hui et vous dire bravo. Bravo pour votre courage. Parce qu'il faut du courage pour lutter contre l'antisémitisme, qui a cette particularité de n'épargner personne, de n'épargner aucun discours lorsqu'on le laisse s'infiltrer. Il n'a pas de couleur politique. Et c'est pour ça que lutter contre nécessite un front uni. Et c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui et qu'avec courage, vous avez décidé de dire non à l'antisémitisme. Et ce n'est pas toujours facile. Vous avez décidé de dire non, non seulement pour vous, mais pour vos amis, vos camarades, vos collègues, vos luttes et vos valeurs. Vous dites, nous lutterons contre l'antisémitisme d'où qu'il vienne, car il tue. Il tue aujourd'hui. En étant présent aujourd'hui, vous dites, ce pourquoi je me bats, ma lutte ne fera pas l'impasse de l'antisémitisme. Du problème de l'antisémitisme, qui n'aura pas sa place, qui n'aura jamais sa place là où je me tiens, là où nous nous tenons. Vous dites, tolérance zéro, car l'antisémitisme tue. Ceux qui ont assassiné Ilan ne se réclamaient pas d'une idéologie terroriste nazie ou d'une idéologie terroriste islamiste. Ceux qui l'ont tué étaient des barbares, influencés et réceptifs à la parole destructrice des préjugés. En particularité, ce préjugé du Moyen-Âge qui colportait l'idée que les Juifs sont riches. Oui, car la parole peut être destructrice. Et c'est cette parole qui est véhiculée dans les discours de haine contre laquelle nous luttons tous ensemble. C'était cette parole destructrice qui était déjà dénoncée dans le livre d'Esther, que les Juifs liront dans 2 semaines, qui raconte le dessein d'un proche du roi qui cherchait à éliminer les Juifs en disant au roi, « Il y a dans ton royaume un peuple à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et qui n'observe point les lois du pays. » C'est cette rhétorique, cette parole destructrice et haineuse qui est encore utilisée aujourd'hui contre toutes les minorités injustement haïes ou persécutées. Mais c'est la même parole qui peut aussi être créatrice. C'est la parole qui a créé le monde, et c'est nous, avec nos paroles, que nous transformons en actes, que nous allons continuer à créer ce monde dont nous sommes les seuls responsables. Nous sommes aujourd'hui ensemble, malgré nos différences, pour affronter ce problème et faire front commun. Pour être ensemble, il ne faut pas être d'accord sur tout. Nous n'avons même pas besoin d'être d'accord sur la majorité des points. Mais il y a des éléments essentiels sur lesquels nous ne transigerons pas. Des éléments essentiels sur lesquels nous sommes tous, dorénavant, en parfaite harmonie. Nous lutterons de tout notre cœur, de toute notre âme, de tous nos moyens contre les racismes et l'antisémitisme, d'où qu'ils viennent. La parole peut diviser, et c'est très facile de diviser, c'est très facile de détruire, mais la parole peut aussi rassembler, elle peut construire. Et quel projet nous avons là, ensemble. Merci beaucoup.
Nous remercions particulièrement Émile Ackermann. Émile Ackermann, je sais bien, pour ses paroles. Et il va nous dire quelques mots. Ou nous chanter. Les dire. Chanter pour vous, j'espère pas. Je vais vous lire un psaume, comme il est coutume dans la tradition juive, de lire un psaume pour l'élévation de l'âme d'un défunt. Je vais vous le lire d'abord en hébreu, et je finirai avec la traduction en français. Shir la ma'alot, Esayena el harim, ma'in yavo Ezri. Ezri, me'im Adonai, ose shamayim va'aretz. Aliten la mot raglecha, alianum shomrecha. Ine lo yanum velo ishan, shomer Israël. Adonai shomrecha, Adonai tzlecha, al yad yeminecha. Yomam hashemesh lo yakeka, veyareach balayla. Adonai yishmorcha mikol ra, yishmor es nafshecha. Adonai yishmor tzitecha boecha, me'ata ve'ad olam. Je lève les yeux vers les montagnes pour voir d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne s'endormira pas. Non certes, il ne s'endort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. C'est l'Éternel qui te garde, l'Éternel qui est à ta droite comme ton ombre tutélaire. De jour le soleil ne t'atteindra pas, ni la lune pendant la nuit. Que l'Éternel te préserve de tout mal, qui protège ta vie. Que le Seigneur protège tes allées et venues, désormais et durant l'éternité. Amen. Merci. Merci Émile Ackermann pour ces paroles et pour ce psaume. Et sans transition, je passe la parole à Cybèle David de Solidaire, de l'Union syndicale solidaire, que je remercie tout particulièrement. Bonjour à toutes et tous. D'abord, merci aux organisations qui ont fait que ce rassemblement puisse avoir lieu pour rendre hommage à Ilan Halimi. L'antisémitisme reste malheureusement un racisme fortement ancré dans la société française. Il est important de visibiliser les crimes antisémites comme tous les crimes racistes. Le combat contre l'antisémitisme doit être permanent sur les lieux de travail, dans nos quartiers, dans toute la société. Et le syndicalisme doit y prendre toute sa part. Aujourd'hui, comme demain, vous pourrez compter dans cette lutte sur l'Union syndicale solidaire. Merci. Merci pour ce message bref et combatif. C'est ça qu'il faut. Chers amis, nous sommes en train d'arriver au terme de ce rassemblement. Nous avons déposé une gerbe de fleurs, un bouquet de fleurs devant le portrait d'Ilan Halimi. Vous pouvez encore déposer des bougies en mémoire d'Ilan et de tous les morts, de toutes les morts victimes d'actes racistes. Au terme de ce rassemblement, nous vous remercions d'avoir été présents avec nous. Nous vous remercions de vous être déplacés malgré les conditions, malgré tous les problèmes qui existent actuellement, malgré la maladie, malgré tout cela. Un certain nombre de personnes n'ont pas pu venir. Vous l'avez entendu tout au long de cet après-midi parce qu'ils étaient cas contact. Eh bien, nous espérons qu'ils resteront en bonne santé, que nous le serons tous. Maintenant, il reste à traduire en actes ce que nous avons déclaré aujourd'hui. Le réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes est entré en action. Vous avez les coordonnées. Laissez-nous vos adresses. Nous vous contacterons. Et de toute manière, à chaque fois qu'il y aura matière à réagir, nous ferons appel à vous et espérons vous retrouver aussi nombreux qu'aujourd'hui. Merci à tous. Et nous vous demandons maintenant de bien vouloir, tous ensemble, éventuellement vous diriger vers les lieux de départ de ce rassemblement, afin d'éviter tout problème et afin d'éviter toute difficulté. Merci à tous. Vous pouvez encore avoir des bougies, laisser votre nom, prendre de la littérature et rester avec nous à discuter si vous voulez. Au revoir.